Est-ce que vous vous souvenez ? Dans le premier volet, notre équipe disait avoir quitté une famille aux îles Fidji. On a quitté une famille aux Fidji et on a tous décidé de laisser une partie de notre cœur là-bas ensemble. Je leur ai demandé de me raconter cette expérience humaine, aussi précieuse qu'inattendue. J'ai trop envie de raconter. Vas-y, FG. Je veux bien commencer. Alors en fait, donc avant les Fidji, on était en Nouvelle-Zélande, où on a passé 3 semaines assez exceptionnelles et où ça contrastait avec notre expérience d'avant au Népal, parce qu'au Népal, on n'a pas trouvé d'hébergement à cause du tourisme. En fait, c'est très compliqué de venir et de dire à des gens, est-ce que je peux dormir chez vous gratuitement ? C'est pas tellement ce qui se fait là-bas, donc on avait dû prendre une auberge pendant toute la durée de notre séjour et c'était très dommage, on était assez déçus. Mais la Nouvelle-Zélande, c'était tout le contraire. En fait, on arrivait, on avait un hébergement à Auckland, puis on a trouvé un hébergement à Wellington, puis on a eu un hébergement à Christchurch. Et c'était vraiment génial de vraiment pouvoir vivre l'expérience à fond comme on le voulait. Et puis de nouveau, Fidji, c'était plus compliqué parce que de tous les pays du tour du monde, les Fidji, c'était l'endroit où on n'avait vraiment aucun contact. On partait de zéro en fait. Donc la technique qu'on a en général dans ce cas-là, c'est de se dire on va à l'église, on va à la messe, on va voir, on profite de l'office et en même temps à la fin on va demander au prêtre est-ce que vous connaissez quelqu'un qui peut nous accueillir, etc. Donc il s'avère que nous on est arrivé samedi soir, donc ça tombait bien. Donc le lendemain on est allé à la messe. On arrive pile à la fin en plus, parce qu'on n'avait pas réussi à se réveiller pour être honnête. Et donc on va voir le prêtre, on lui pose la question, il dit revenez à l'office de 17h, je vais faire passer le mot, on va voir ce qu'on peut faire. On dit ok, donc un peu déçu, puisqu'on pensait trouver du premier coup, donc on va pour partir. Et donc un monsieur nous voit, et pour être honnête, on était les seuls étrangers en fait, donc on était remarqués. Et donc il vient nous dire bonjour, il nous dit comment ça va, c'est la première fois que vous venez ici, donc oui. Il dit moi je m'appelle Nico, ça c'est ma femme Teresia, si je peux vous aider n'hésitez pas. Et donc Florène qui entend ça, qui de suite dit alors oui tout à fait vous pouvez nous aider. Alors en fait donc elle lui raconte le projet qu'on fait, on lui dit qu'on est à la recherche d'un hébergement pendant notre séjour au Fidji, et on dit moi j'habite pas très loin d'ici. Si vous voulez, venez avec nous. Si ça vous plaît, vous pouvez rester. Sinon, on aura partagé un petit moment, un repas ensemble, et après vous pouvez repartir. Nous, ok, ok, on y va. Donc on fait le chemin avec eux. Et donc quelques mètres après, on rencontre leurs 2 filles, Maria et Luisa. Et c'est fou parce que le contact, ça s'est fait très rapidement. Et pendant le chemin, moi j'étais un peu derrière et je voyais par exemple Teresia qui tenait la main de Vincent. C'était trop mignon de voir ça, alors qu'on les connaissait même pas. L'amour s'est fait comme ça. Et donc après on a pris le taxi, ils nous ont ramenés chez nous et on arrive avec un paysage et un décor assez exceptionnel. C'était assez beau. Pourquoi tu rigoles? Ils nous ont ramenés chez nous. Tu vois, j'ai même pas fait exprès. Là, j'ai pas fait exprès, mais ils nous ont ramenés chez eux, mais chez eux qui est devenu chez nous. Et on a vécu un moment assez fou parce que c'est vraiment l'inconnu. Pour le coup, c'est vraiment l'inconnu. Et l'inconnu nous a ramenés dans un paradis perdu. Je pense que c'est aussi parce que on a peut-être un peu tout relâché, la pression qu'on avait, et aussi parce qu'on vivait l'instant présent. C'était un peu plus difficile dans les autres étapes parce que on avait, j'ai envie de dire, plus de travail, on était très pris et l'environnement était pas du tout le même. On était dans des grandes villes en général, donc là c'était vraiment de la nature. Et on avait l'impression que le temps ne passait pas en fait, tout était arrêté. Je pense que c'est aussi pour ça on a vraiment pris le temps pour nous et pour les gens. Et les gens ont pris le temps pour nous. Florène. Et d'un point de vue juste d'organisation, logistique, en fait, on dormait dans leur salon. Il y avait une prise, ils n'avaient pas internet, donc en fait, on ne pouvait pas s'installer pour bosser comme on le faisait dans d'autres endroits. Et en même temps, on n'en avait pas besoin parce qu'en fait, toutes les expériences qu'on vivait avec eux étaient 1000 fois plus fortes que tout ce qu'on aurait pu faire. Et on se débrouillait pour travailler la journée et revenir le soir à la maison. En fait, on a mis en place une organisation, mais même ça s'est fait de manière tellement naturelle où eux cuisinaient et ils nous disaient nous on veut cuisiner, ça nous fait plaisir. Et nous, du coup, on achetait les produits, on les ramenait. Et en fait, on a un per diem journalier pour la nourriture et on a dédié ce per diem pour faire des courses au marché. On les ramenait et on mangeait ensemble. Et on a fait une dizaine de repas tous et toutes ensemble qui étaient hyper beaux, hyper forts. Et le premier jour, ils nous disent oui, alors vous pouvez rester jusqu'à tel jour. Ensuite, on a un mariage en famille. Le deuxième jour, ils nous reparlent du mariage. Et le troisième jour, ils nous disent vous voulez pas venir avec nous au mariage? Et du coup, on s'est regardés. On a dit on va prendre un peu un temps de réflexion. Et puis après, on s'est dit non, faut qu'on y aille. Et du coup, ils nous disent bon, on a des couleurs pour le mariage. On va vous faire des habits demain. Donc, on était là ouais, on va se faire des habits. On était trop excités. On était comme des fous. Et moi, à titre personnel, j'ai une relation hyper forte qui s'est créée avec la maman, qui nous a demandé qu'on l'appelle Nana, qui veut dire maman en fidjien.
le papa, on l'appelait Tata, qui veut dire papa en fidjien. Et donc Nana, ce petit bout de femme magnifique, elle est d'une beauté, c'est assez incroyable, je pense qu'on peut le voir sur les photos. Elle a dû comprendre que c'était un moment de ma vie où j'avais besoin d'une maman et où c'était vraiment très très important pour moi d'avoir tout cet amour-là. Et elle s'est mise à avoir des petits gestes d'affection et elle a notamment eu un geste d'affection qui j'ai pas compris d'où il est venu parce que c'est un geste que ma maman a vraiment avec moi depuis que je suis toute petite et qu'elle s'est mise à refaire. Un soir, on venait de finir de manger, elle m'a pris par la main et elle s'est mise à faire quelque chose que ma maman fait depuis que je suis toute petite, à serrer un peu ma main d'une manière très particulière. Et là, j'étais vraiment envahie d'amour et j'ai l'impression que vraiment, elle a répondu à un besoin très très fort que j'avais et ça m'a rendue mais complètement apaisée alors que c'était vraiment pas une étape facile du voyage. À 12 000 km de ma famille, je me sentais pas au top et cette famille m'a fait un bien fou, cette femme m'a fait un bien fou. Elle avait une manière de parler qui était d'une douceur sans nom, elle aimait ses enfants mais c'est l'amour sortait de sa bouche dès qu'elle parlait et tous les matins quand on se réveillait, elle nous appelait mon fils, ma fille, c'était juste trop mignon. Et ça a continué jusqu'au dernier jour où quand on a dû leur dire au revoir, vraiment ça a été super compliqué parce qu'on sait qu'on a très peu de chances de les revoir avant longtemps. Ils habitent à 12 500 km de nous, enfin c'est pas des gens qu'on va revoir tous les jours. Et sans mettre des mots tels que coexistence active, tels que interreligieux, tels que vivre ensemble, en fait on a juste vécu de la meilleure des manières possibles. On s'est sentis tous et toutes ultra respectés pendant toutes ces journées passées avec eux. Ils sont allés jusqu'à acheter de la viande halal pour faire une surprise à Abdé un soir, c'était beaucoup trop mignon. Et eux, c'est des gens extrêmement pieux. Ils prient 3 fois par jour. Ils ont un hôtel dans leur salon. Nous, on dormait donc juste à côté de leur hôtel. C'est vraiment, ils parlent de Dieu toute la journée, de Jésus toute la journée. C'est vraiment hyper important. Et puis, ils ont accueilli ces 4 Français qui sortent de nulle part. Et ils ont accueilli toutes nos identités. Enfin, on était bienvenus, mais en entier, quoi. C'était pas juste une partie de nous qui était la bienvenue, tout était la bienvenue dans cet endroit-là. Et même un petit détail, mais qui reste magnifique, c'est que j'ai eu mon diplôme au Fidji. Je l'ai appris un matin en me réveillant au Fidji. Et le soir même, le papa a fait un discours, comme si c'était mon papa. Il a fait un discours pour me féliciter pour mes études et l'obtention de mon master. Et vraiment, je me dis, mais comment c'est possible, quoi? Ce gars se dit, il faut faire un discours pour ma fille française qui vient d'avoir son master et c'était hyper solennel. C'était incroyable. Et ça s'est poursuivi jusqu'au dernier jour où donc on a assisté à la messe avant de partir et où on leur a fait des au revoir plein d'amour. Et je pense que c'est des gens qu'on a par message une fois par mois environ, notamment via Instagram. Et on continue, j'espère qu'on continuera hyper longtemps à avoir de leurs nouvelles. Vincent. Je suis vraiment content que tu poses cette question, Floriane, et qu'on puisse en reparler. Merci à Abderrahim d'avoir raconté l'arrivée dans la maison, parce que c'est vrai que souvent, c'est moi qui ai raconté cette arrivée. Et j'avais oublié que Nana m'avait pris la main sur le chemin entre l'église et la maison. Et du coup, que réécouter cette histoire avec ta perspective et que ça fasse renaître ce souvenir en moi, je me sens super bien. Aujourd'hui, c'est le jour de la fête des mères. J'étais avec ma maman au téléphone juste avant de commencer cet enregistrement. J'étais super content de l'avoir au téléphone. Et puis, je pense aussi un peu à Nana qui a été comme une maman pendant quelques jours. C'était une expérience de bonheur vraiment, quoi. On a vécu une trop belle expérience ensemble et j'ai envie de garder ces images en moi jusqu'à la fin de ma vie. Et enfin, tout s'est fait d'une façon où on s'attendait à rien et on a eu tout. Et c'est là que je me dis le destin prend son vrai sens en fait. On s'est juste laissé guider jusqu'à arriver chez eux. Adèle. Et je pense que ce qui est important à dire aussi, c'est l'impact que ça a eu sur notre équipe de rencontrer cette famille. Je pense que souvent quand on essaye d'expliquer la relation qu'on a tous les 4, on prend un peu la métaphore des frères et sœurs, parce qu'on s'est pas choisi, parce que on s'aime, parce qu'on a vécu tout ça ensemble, etc. Et je pense que ce qui lie des frères et sœurs, c'est aussi la famille qu'ils ont en commun, les souvenirs qu'ils ont ensemble, etc. Et je pense que c'est à partir des Fidji que nous, on a vécu ça. Parce que en partie, on a rencontré cette famille et il y a des gens qu'on a rencontrés pendant le tour du monde dont on va se rappeler parce qu'ils nous ont impressionnés, parce qu'ils nous ont influencés, etc. Et eux, en fait, c'est juste de l'amour. Et en fait, c'est assez incroyable parce qu'en plus, on est 4 personnes assez pudiques sur le plan de l'émotion, des sentiments, etc. Et je pense qu'on a juste été complètement bouleversés individuellement, mais aussi en tant que groupe,
par l'amour sans limite qu'ils nous ont donné, et par le fait que aujourd'hui on est en France, on a tous les 4 notre famille, nos amis, etc. Mais comme disait Floriane, il y a un bout de notre cœur qu'on a laissé là-bas, on a une famille qui est là-bas. Quand on est partis, ils nous ont dit que tous les jours de leur vie, ils vont prier pour nous, et je pense que c'est vrai. Et je pense que ça a fait beaucoup pour l'équipe qu'on est. Et voilà, ça y est. Ah, ils sont forts. Mais globalement... Je pleure pas. Tu me regardes, Florine. C'est votre faute, là, je vous écoute depuis tout à l'heure. Florène. Mais globalement, on pourrait parler de cette famille comme on peut parler de... En fait, toutes les familles qui nous ont accueillis et qui nous ont toutes marquées. Parce qu'en fait, c'est des personnes qui ont juste décidé de nous ouvrir leur foyer. Et le foyer, c'est un lieu d'intimité énorme. C'est là où t'as un peu tous tes secrets, où t'as un peu ta relation sans masque social. Et nous, on a eu accès à des foyers dans 18 pays. Donc il faut se dire qu'on a rencontré des gens qui habitent et qui vivent un quotidien très particulier dans tant d'endroits différents. Et on s'est retrouvés d'une famille... comme ça, qu'on a rencontré dans la rue, parce que moi, c'est vrai que c'était un peu mon délire. J'aime bien ce côté j'irai dormir chez vous, donc j'adore aller voir les gens et leur dire vous faites quoi ce soir? Est-ce que vous pouvez accueillir 4 Français qui savent pas où dormir? Et moi, je me suis pris quelques râteaux, dont un, je sais pas si vous vous rappelez, quand on était au Monténégro. Et ça a continué, enfin, on a des histoires tellement rocambolesques de gens qui nous ont accueillis en sortant de... Enfin, ça sort de nulle part. On s'est retrouvés... L'Ukraine, c'est un moment hyper drôle en termes de dodo, parce qu'on a commencé hyper bien accueillis à Lviv avec Taras, puis d'un coup on débarque à Kiev, on sort du train, et puis là vraiment, on s'est pris un... Wow, on est dans une immense capitale, il y avait des immenses bâtiments, on comprenait rien à la langue, on était perdus et vraiment on s'est dit ok, il faut qu'on trouve un point de ralliement. Et puis au final on s'est dit on va aller dans un monastère orthodoxe pour demander l'hospitalité, et on est dans un pays orthodoxe, le monastère orthodoxe va forcément nous aider. On va dans un premier avec nos sacs à dos, on était en mode économie, donc on s'est dit non, on prend pas de transport, on marche et tout comme des fous. Ah, c'était une galère. C'était vraiment pas facile, et puis on va dans un premier monastère où ils nous regardent un peu en nous disant mais vous êtes même pas orthodoxe, enfin, c'est que vous avez pas d'argent, vous êtes pas orthodoxe, enfin excusez-moi, mais là quand même vous en tenez un sacré pompon, ça va être compliqué de vous héberger. Ils nous disent bon bah allez à un deuxième monastère, essayez, peut-être que là-bas ils vous accueilleront. Au final, le destin, encore une fois, on rencontre une personne qui est touchée par le projet et qui s'est battue au point d'appeler le métropolite, qui est l'équivalent de l'évêque, c'est ça C'est même un peu plus, disons, là c'était l'église orthodoxe qui dépend de Moscou. Donc le métropolite, c'est celui qui gère toute la région Ukraine, donc c'est le numéro 2 en gros de la hiérarchie de l'église moscovite, quoi. Donc voilà, il l'appelle, il lui dit excuse-moi, est-ce qu'on peut héberger gratuitement Alors je sais plus si Adèle on a dit que t'étais agnostique, mais parce qu'on savait pas trop comment se positionner par rapport à ça, et puis au final il a dit un musulman, un catholique, une juive, puis bon gratuitement ils ont pas d'argent, et puis au final ils ont dit oui. Un jour après on se retrouve en haut d'un building chez quelqu'un qui travaille pour l'Union Européenne, la représentation de l'Union Européenne en Ukraine, dans un appartement hyper agréable, vraiment on était trop bien, enfin c'était un peu le luxe pour nous. Et puis 3 jours après on se retrouve dans la Cambrousse, en banlieue de Kiev, dans une ville carrément en dehors de Kiev, à la campagne, chez une jeune femme qui a décidé de quitter le centre-ville pour vivre un peu une vie écolo dans la campagne. Donc c'était une maison 0 déchet, hyper sympa, mais alors là tu te retrouves avec des araignées alors qu'avant t'étais dans un king size avec enfin c'était quand même un choc des cultures. Et puis on s'est dit, ok, on fait Interface Tour, vraiment. Et toutes les personnes qu'on a rencontrées sur notre chemin à Kiev n'ont rien à voir les unes avec les autres, et elles nous ont toutes ouvert leur intimité, leur quotidien, et elles étaient toutes hyper intéressées par nos histoires. Je pense aussi à Grégoire qu'on a rencontré, Grégoire et toute sa famille qu'on a rencontré au Panama, qui fait partie de ces personnes qui nous ont fait réaliser qu'on faisait un truc de fou, en fait. Parfois, nous, on est en mode, ok, on fait un tour du monde, on rencontre des gens incroyables, mais on en oublie qu'on est en train de vivre un truc de fou parce qu'on est tellement dans le truc, puis on est énervé parce qu'on n'a pas rencontré ce projet qu'on voulait vraiment rencontrer, ou parce qu'on n'a pas écrit cet article, ou qu'on n'a pas tourné cette vidéo, ou qu'on s'est pas dit qu'on s'aimait et qu'on s'est pris la tête pour un truc nul, mais quand même qui nous a fait nous mettre dans un mood pas bien. Et puis là, d'un coup, tu rencontres ce Français avec toute sa famille expatriée au Panama qui t'ouvre les portes de sa maison, qui est une maison incroyable, un peu au pied de la jungle.
Et puis il te dit bon alors racontez-moi Interface Tour, et là tu vois dans ses yeux que vraiment t'es en train de lui raconter un truc de fou et que vraiment il adore ce que tu dis de A à Z, il en redemande, et il y a des gens autour de lui, il dit mais tu te rends compte à quel point c'est incroyable ce projet. Et du coup là on se regarde, on se dit ah ouais, c'est cool, ouais, c'est pas mal. Et du coup, on raconte les anecdotes, et vas-y, toi, raconte ça, et toi, vas-y. Et on s'arrête plus, On leur a fait des mini-conférences. On leur a fait des confs, C'est et ça. puis, vraiment, lui, on le voyait, il s'en lassait pas. Et puis, le lendemain, il était là, j'ai repensé, mais cette Roussoudane, elle est quand même géniale. Et toi, t'es là, ah ouais, mais alors, Roussoudane, ça me fait penser à Abad au Liban. Et puis, tu repars pendant une demi-heure. On allait se coucher, on se disait, on a été bons ce soir. On était bons. On faisait le show. Et vraiment, ça fait partie de ces gens qu'on a rencontrés qui nous ont permis de relire ce qu'on était en train de vivre, de réaliser qu'on était en train de vivre un truc de fou, et de rajouter aussi des pépites dans nos histoires, parce que c'est parfois des gens qui étaient très ouverts aux questions interreligieuses, interconvictionnelles, et parfois des gens qui ne l'étaient pas du tout, et qui juste voulaient accueillir 4 voyageurs chez eux, et qui en sont partis avec tout un tas de questionnements soulevés, leur rôle dans la société, qu'est-ce qu'ils ont envie d'apporter dans la société, et ça nous fait plaisir parce que on a l'impression d'avoir laissé notre petite trace d'équipe à 4, d'équipe très atypique mais très très belle, et de l'avoir laissé un peu aux 4 coins du monde comme ça chez des gens, donc c'est hyper joyeux d'avoir ce souvenir là en tout cas. Vincent. Et c'est fou parce que quand tu le racontes, là, je me revois dans toutes ces situations où, dans la relation humaine, en face à face, c'était si facile de transmettre l'expérience du voyage. Et je pense que c'est ce qui explique aussi que ça a été si dur de rentrer prématurément dans une crise sanitaire où on a vu petit à petit l'idée d'une tournée dans des dizaines d'établissements scolaires s'envoler et disparaître à jamais, parce que dans 6 mois, quand ça sera possible enfin de la faire, on aura tous repris un boulot, on sera en train de faire autre chose, on n'aura plus cette disponibilité qu'on avait prévue. Mais ouais, ça a été si dur. Pour conclure, je leur ai demandé quel avait été l'impact de cette aventure sur leur propre religion ou conviction. Abderrahim. Je pense que alors pour moi, c'était un des aspects le plus important du voyage, et c'était même parfois une condition presque sine qua non pour que je puisse partir, c'était que je puisse bien vivre ma spiritualité pendant le voyage. Et c'était une grosse discussion qu'on avait aussi en équipe, où on avait peut-être parfois au début chacun nos définitions, parce que même en termes de pratique, on n'est pas tous pareils. C'est aussi ce qui fait la beauté et la diversité de notre équipe. Pour ma part, c'était quelque chose dont j'avais un peu peur au début, sachant qu'en plus, là où je suis, j'ai ma famille, j'ai ma communauté, j'ai l'habitude d'être entouré par une communauté musulmane, donc je vis ma pratique plutôt en groupe, en général. Et pour le tour du monde, ça a été là la différence, c'est que je vivais ma pratique plutôt de façon individuelle. Et j'avais pas non plus la possibilité d'aller tout le temps à la mosquée quand je le voulais, mais Dieu merci, heureusement, j'ai pu aller à la mosquée pour les prières du vendredi, dans beaucoup de pays, donc j'étais très content de pouvoir le faire. J'ai pu voir aussi d'autres façons de vivre sa spiritualité, qui n'étaient pas la façon dont moi je le faisais, mais qui étaient aussi intéressantes de découvrir. J'ai même découvert, par exemple, en Géorgie, une mosquée où il y a des chiites et des sunnites qui prient ensemble, c'est un truc que j'ai jamais vu de ma vie, donc c'était assez fou. J'ai pu découvrir de très belles mosquées, des mosquées énormes, magnifiques, et j'ai pu découvrir des mosquées petites avec pas tant de décoration que ça. Par exemple, au Kosovo, on a découvert une mosquée qui datait du XVIIe siècle, qui était presque en ruine malheureusement, mais en même temps, je crois que c'est la mosquée où j'ai ressenti le plus de sérénité. Donc c'était assez fou. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est d'avoir ces temps-là individuels que l'équipe me laissait prendre, et aussi que parfois que l'équipe me rappelait de prendre. Parfois, c'était eux qui me disaient, par contre, là, c'est l'heure de la prière, il faut peut-être que t'ailles faire ta... Bah oui, tu as raison, j'ai pas regardé l'heure. Et parfois même, je les embêtais parce que je mettais mon réveil le matin et j'arrivais pas à me réveiller. Et du coup, c'était Adèle, Florène ou Vincent qui me réveillaient pour me dire, vas-y, il faut que t'ailles prier, et qui étaient un peu énervés. Il l'avoue enfin. J'ai pas dit quand, attention. En tout cas, ce que je retire, c'est vraiment une spiritualité vraiment accrue. Parce que pour le coup, quand on le vit seul, entre guillemets, enfin seul, parce que je l'ai vécu avec vous trois, mais je le vivais seul en tant que seul musulman de l'équipe, c'était très différent de ce que j'avais l'habitude de vivre pendant mes 24 ans de vie sur Terre. Donc c'était très différent, et en même temps, ce qui est bien, c'est que pendant le confinement, ça m'a permis de le vivre aussi de façon très sereine, parce que j'avais pas de mosquée malheureusement, mais je savais que j'avais pas besoin de mosquée pour vivre ma foi, j'avais juste besoin de Dieu et ça suffisait. Donc et c'est aussi ce qui m'a fait tenir pendant le Ramadan. Florène. Moi, du coup, je trouve que c'est une très belle découverte, et j'avais
assez peu d'attentes à ce niveau-là. Pour être hyper honnête, j'étais très ouverte. J'avais envie de rencontrer plein de juifs partout dans le monde et j'étais curieuse de voir comment j'allais vivre mon judaïsme à travers Interface Tour et avec cette équipe-là. J'avais aussi une petite appréhension parce que c'est vrai que moi j'ai un rapport à ma religion qui n'a pas toujours été hyper simple et j'ai toujours eu une problématique qui était que je ne voulais pas qu'on politise ma religion et j'avais l'impression qu'on me forçait à prendre une position politique. Que je le veuille ou non, je savais que la question arrivait et ça me mettait un peu mal à l'aise et donc je vivais en continu dans l'attente de est-ce qu'on va me demander de quel côté je suis, qu'est-ce que je pense de telle situation en Israël-Palestine. Alors qu'en fait pour moi c'était juste un ensemble de valeurs et une spiritualité qui me donne un équilibre dans ma vie et qui me pousse à m'engager sur tout un tas de causes sociales. Et j'avais pas envie qu'on politise ma religion, j'avais un peu peur que ça se passe pendant Interface Tour. Et en fait, Interface Tour m'a permis de dépolitiser ma religion, donc c'est plutôt une belle chose. Notamment, et c'est ça qui est hyper beau, en Israël-Palestine, parce qu'on a rencontré des communautés juives libérales très très belles, très ouvertes, qui portent tout un tas de valeurs similaires aux miennes. Et j'ai eu l'impression de pouvoir me connecter avec des personnes qui ont la même pratique que moi et qui portent le même message que moi, qui est d'utiliser sa religion pour servir tout un tas de causes très très fortes, et notamment sur les questions de féminisme, où j'ai l'impression de me retrouver avec beaucoup de communautés qu'on a rencontrées sur notre passage. Ça a été le cas aussi, notamment aux États-Unis, où on a rencontré des communautés juives libérales hyper ouvertes, et c'était vraiment génial. J'ai l'impression aussi, en ayant des discussions avec toute l'équipe, d'avoir un peu trouvé ma place et d'avoir trouvé mon équilibre un petit peu, et d'avoir réussi à affirmer mon identité. J'avais un peu peur de cette étiquette. Quand je me présente dans la société, je me présente rarement comme juive, je me présente beaucoup plus comme une femme. C'est toujours un critère identitaire que je mets plus en avant. Et j'ai l'impression que Interface Tour m'a appris à me présenter comme une juive, et comme je le dis encore aujourd'hui, j'ai du mal à le faire quand je me présente, et maintenant je le fais beaucoup plus parce que j'ai trouvé mon équilibre et j'ai trouvé mon identité et je me sens très à l'aise avec ça. Adèle. Moi, c'est un peu moins cadré, forcément, puisque j'ai pas de religion à proprement parler, ce qui m'empêche pas d'avoir une spiritualité, qui est quelque chose qu'on tente de déconstruire jour après jour, sur le fait que les personnes qui n'ont pas de religion n'ont pas de spiritualité, donc c'est faux. Voilà. Et donc, c'est vrai que moi, ça m'a beaucoup apporté à ce niveau-là, notamment dans le rapport que j'entretiens aux autres, et à l'autre, même de manière plus générale. J'ai souvent partagé avec l'équipe que moi, une des choses qui m'a le plus bouleversée, c'est de voir tout ce qu'on pouvait partager sans les mots avec des personnes qui habitent si loin et qui sont issues de cultures aussi différentes que les nôtres. Encore une fois, de découvrir, non pas théoriquement, mais de manière pratique, que tout simplement, il y a des sentiments qui sont universels, il y a des émotions qui sont universelles, il y a des rires, il y a des sourires, il y a des regards qui veulent dire la même chose partout dans le monde, et qui sont les choses les plus simples et les plus fortes et les plus belles du monde. C'est quelque chose qui, spirituellement, pour moi, a été énorme d'en faire l'expérience, qui est aussi passé par l'art, parce que c'est vrai qu'on a eu la chance de découvrir des formes artistiques très différentes sur tous les continents, et de se rendre compte, encore une fois, que l'art exprime de manière totalement différente des choses qui fondamentalement sont les mêmes. Et voilà, tout à l'heure, on essayait de parler de l'amour, qui est un sentiment qui existe partout et qui s'exprime par tellement de formes différentes. Et l'amour, qui soit l'amour familial, l'amour amoureux, sentimental, etc. C'est des choses dont on a parlé partout, qu'on a rencontrées partout, et qui pour moi renforcent l'idée qu'on est tous frères et sœurs, qui n'est pas une idée qui appartient à la religion. Et je pense que c'est important de le dire et de le répéter. La fraternité, c'est une valeur qui dépasse la communauté et qui, pour moi, spirituellement, est très importante. Et c'était d'ailleurs une forte expérience interreligieuse que de me rapprocher de cette idée de fraternité, mais hors de la religion, et d'en discuter avec mes amis croyants qui, pour le coup, conçoivent la même chose, mais d'une manière complètement différente. Après, ce qui a été aussi important, évidemment, en tant que... je vais dire non-croyante pour la compréhension, c'est plus simple. En France, on n'est jamais challengé parce que, on est dans la grande majorité et on se pose pas forcément de questions, à moins qu'on évolue dans certains environnements où on côtoie des croyances, ce qui n'est pas toujours le cas. Moi, je pense que jusqu'à très tard, ça m'est même pas venu à l'idée de demander à mes potes de quelle religion ils étaient, quoi. C'était juste une non-question. Et pourtant, je suis issue d'une famille mixte sur ce plan-là, mais pas très pratiquante, et donc ça me questionnait pas plus que ça. C'est pour ça que je milite pour le fait que les non-croyants se décentrent un petit peu de leur position française, puisque il faut avoir conscience que la France est une énorme exception
sur le champ de la religion, et qu'en fait le monde est croyant. En fait, il y a plus de 80% des gens dans le monde qui se revendiquent d'une religion et qui sont croyants. Et moi, je crois vraiment fondamentalement qu'on ne peut pas comprendre le monde dans lequel on vit. On ne peut pas comprendre ni ses dynamiques politiques, ni les dynamiques entre les gens, ni rien en fait, si on ne fait pas la démarche, non pas de croire, bien sûr, si on n'est pas croyant, mais de comprendre ce que l'identité religieuse apporte aux personnes qui sont croyantes, dans la manière dont ils conçoivent leur rapport au monde, leur rapport aux autres, leur rapport à la nature, leur rapport à eux-mêmes. Et ça, c'est hyper important. Donc, ça m'a apporté ça. Ça m'a apporté aussi d'expérimenter ce que sont les discriminations sur le plan des convictions et des religions, puisque quand on est non-croyant en France, on n'expérimente pas ce genre de choses, que j'ai pas mal expérimenté pendant le tour du monde, et j'ai pu me rendre compte à quel point c'était désagréable. Et au-delà de désagréable, à quel point, parfois, quand ça touche à quelque chose d'aussi fondamental, on est complètement désarmé. Et c'est quelque chose que tant qu'on le vit pas, on peut pas forcément savoir. Et donc ça m'a apporté énormément, à la fois sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan politique, civique, etc. Vincent. Bon, alors moi, je vais forcément repartir sur l'histoire de la crise de foi. C'est vrai que le tour du monde, ce tour du monde en particulier, c'est une expérience qui soutient et met à mal la foi, parce qu'on rencontre les plus belles choses portées par des leaders religieux et puis les pires choses portées par des leaders religieux. C'est des choses dont on parle pas forcément tous les jours, parce que c'est pas ce qu'on a décidé de mettre en avant, mais il y a eu des expériences compliquées aussi. Et donc, le tour du monde, c'est une tension aussi. C'est à un moment donné, ah oui, mais hier, je me disais catholique parce que j'étais fier d'être à côté de quelqu'un qui se disait catholique et qui faisait quelque chose que je trouve bénéfique pour la société. Puis aujourd'hui, j'ai envie de me cacher parce que j'ai pas envie qu'on sache que je suis comme cette personne. Et comment je fais avec tout ça? C'était pas facile. Et c'est pour ça aussi que j'ai été un peu submergé par l'émotion au Togo, puisqu'on était hébergé dans un centre de formation pour jeunes prêtres et frères catholiques. Et que c'est une semaine qui s'est super bien passée en fait. Et donc je leur disais merci d'être ce dernier souvenir de Tour du Monde d'une certaine façon. Et en fait, ça me fait penser aussi que je ne connaissais pas le catholicisme, je le connais certainement toujours pas, mais je savais pas ce que c'était que d'être catholique avant ce voyage, parce que je voyais que le petit bout de la lorgnette du catholicisme romain français, quoi. Et vraiment faire ce tour du monde et se rendre compte que sur une photo dans le hall de réfectoire au Togo, il y a une légende avec le nom d'un saint catholique dont j'ai jamais entendu parler. Je me rappelle pas, à chaque fois je me dis il faut que je le redemande. C'est le nom d'un saint, je sais pas de quel pays, mais africain. Et vraiment de me dire que j'ai jamais entendu parler de ça, alors qu'eux connaissent Paul, Jacques, Pierre. Alors on peut se dire aussi c'est les premiers saints, c'est ceux qui sont connus par tout le monde, parce que historiquement c'est ceux que tout le monde connaît, mais le christianisme est arrivé vers le 18e, je crois, en Afrique de l'Ouest, ou c'est le 17e en Afrique de l'Ouest. Ils connaissent aussi les saints d'il y a 50 ans, quoi. Tu vois, et moi, je connais pas les saints d'il y a 50 ans. Comment ça se fait? Pourquoi est-ce que, jusqu'au pape François, qui est argentin, il y a quand même eu quasiment aucun pape qui soit pas européen? Pourquoi est-ce que... Tu vois, ça m'interroge sur toutes ces questions. Et du coup, en fait... La diversité, elle a été source de tension à un moment donné, donc ça n'a pas été facile. Mais en même temps, je pense que sans elle, la crise de foi, ce serait peut-être mal fini, tu vois. Et trouver cette diversité, c'est aussi ce qui m'a sauvé, ce qui m'a renforcé dans ma croyance, ce qui m'a rassuré, parce que je sais que partout dans le monde, il y a des gens qui sont mes frères et sœurs, comme j'ai décrit au début, des gens qui partagent des valeurs, y compris dans les catholiques, tu vois. Il y a des catholiques avec qui je partage pas grand-chose, mais il y en a avec qui je partage des trucs de ouf. Et donc, avec cela, on peut construire un truc. Ça y est, c'est la fin de cet épisode en 2 volets. Merci à tous les 4 d'avoir pris le temps de partager votre expérience avec moi. Chers auditeurs et auditrices, si vous voulez mettre des images sur tout ce que vous avez entendu et en découvrir encore plus, je vous invite chaleureusement à retrouver l'équipe d'Interface Tour 4 sur leur blog, leur Instagram, Facebook et leur chaîne YouTube. Vous retrouverez les références en description de l'épisode. Un documentaire est également prévu pour début 2021. Si cet épisode vous a plu, s'il vous a touché, questionné, parlez-en autour de vous et écrivez-moi sur Facebook, Instagram ou sur debonnefoipodcast@gmail.com. Pour être informé de la sortie des prochains épisodes, abonnez-vous à De Bonne Foi. Vous pouvez aussi soutenir le podcast en le notant 5 étoiles sur votre application. D'ailleurs, si vous êtes passionné de podcast, je vous invite à utiliser Iku,
l'application communautaire où l'on peut commenter et partager ses podcasts préférés. Je vous souhaite un bel été et vous dis à bientôt.